Bienvenue amis bricoleuses et bricoleurs. Dans cette vidéo, on va se pencher sur comment a évolué l'impression 3D ces 10 dernières années. Aujourd'hui, l'impression 3D c'est quelque chose qui est plutôt démocratisé. Tout le monde n'a pas d'imprimante 3D chez soi, mais en tout cas, je connais pas grand monde qui n'a jamais entendu parler d'impression 3D. Si on replonge 10 ans dans le passé, c'était pas du tout le cas. L'impression 3D c'était quelque chose qui était pas très connu et surtout il y avait très peu de personnes qui avaient la chance d'avoir une machine. Donc on le voit bien, avec ce simple constat, l'imprimante 3D et plus globalement l'impression 3D, c'est un domaine qui a énormément évolué en 10 ans. Alors l'impression 3D, ça a commencé dans les années 80 avec le SLA, la stéréolithographie. Pour faire simple, c'était une technologie qui, avec un laser, permettait de durcir de la résine. Et donc forcément, en faisant durcir de la résine, on arrivait à faire de l'impression dans du volume, donc de l'impression 3D. Il faudra attendre la fin des années 80 pour avoir la toute première imprimante 3D FDM, c'est-à-dire à dépôt de filament. Donc en fait, dès le début de l'impression 3D, on avait déjà nos deux technologies, celle à base de résine et celle à base de filament en plastique. Entre les années 90 et 2000, l'impression 3D s'est plutôt industrialisée. C'était des machines qui étaient vraiment vouées aux industries et qui restaient quand même quelque chose de niche et en phase de test. Alors d'un côté, les imprimantes FDM étaient utilisées pour du prototypage rapide, et de l'autre côté, niveau de la résine, le SLA est devenu le DLP, pour Digital Light Processing. En gros, c'est l'évolution principale qui a permis à l'impression 3D résine de se développer aujourd'hui. Donc en gros, ils ont remplacé les lasers par un écran qui faisait office de projecteur. Là où l'impression 3D s'est vraiment développée, c'est à partir des années 2000, parce que là, il y a tous les brevets qui ont expiré, et du coup, les technologies étaient beaucoup plus abordables. Les années 2000 dans l'impression 3D, ça rime aussi avec le début de Prusa, de MakerBot, de Ultimaker, des grandes boîtes qui aujourd'hui sont très connues dans l'univers de l'impression 3D. D'un point de vue logiciel, c'est aussi l'arrivée des open source avec Marlin ou alors Octoprint. Plus les années passent et plus l'imprimante 3D devient démocratisée. On commence tout juste à en entendre parler dans les médias et dans les années 2015, on commence à avoir des modèles qui sortent en magasin. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai acquis ma première imprimante 3D, la Dagoma DiscoEasy 200, en 2017, et c'était à Boulanger que je l'ai trouvée. Vous l'avez bien vu, d'un point de vue social, l'imprimante 3D c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. L'imprimante 3D c'était d'abord dédié pour les industries, des industries niches, notamment pour faire des prototypes. Après, c'est passé aux mains d'ingénieurs un petit peu geeks, pour continuer à faire des prototypes, mais aussi commencer à faire des projets, notamment en école d'ingénieurs. À force de démocratiser, beaucoup de bricoleurs du dimanche ont commencé à apprendre l'existence de l'imprimante 3D et à s'en acquérir une. Et enfin, aujourd'hui, l'imprimante 3D c'est quelque chose qui est très bien répandu et qui est très facile d'accès. Et si vous vous dites encore aujourd'hui que l'imprimante 3D c'est quelque chose qui est vraiment encore poussé pour les bricoleurs, eh ben laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui c'est totalement faux. Alors déjà, aujourd'hui avec une imprimante 3D classique, on peut faire beaucoup de choses. On peut toujours faire des prototypes pour des projets, on peut aussi faire du mobilier, on peut faire des figurines, on peut faire de l'art, on peut faire vraiment plein de choses avec une imprimante 3D et c'est ça qui est assez ouf. Et c'est pas tout, vous avez sûrement déjà entendu l'utilisation de l'impression 3D dans le domaine médical. Il y a beaucoup de recherches qui se font autour de ça, notamment au niveau de la création d'organes artificiels via des imprimantes 3D, et c'est vachement prometteur. Vous avez peut-être aussi vu passer quelques vidéos de maisons qui se construisent à l'aide d'imprimantes 3D. Alors là, on n'est plus du tout sur le même format, on est sur des imprimantes qui sont gigantesques et qui permettent de couler directement du béton. Peut-être que pendant la période du Covid-19, vous avez aussi entendu parler de Covid 3D. Covid 3D, c'était une interface qui permettait de mettre en relation des makers avec des professionnels de la santé qui avaient besoin de matériel médical. À ce moment-là, on était vraiment en pénurie de masques chirurgicaux et donc on essayait de trouver d'autres solutions. Et vous avez certainement vu passer des gens avec des visières, un grand arceau en plastique et une feuille transparente devant la tête. Avec Covid 3D, tous ceux qui avaient une imprimante 3D pouvaient imprimer en fait les arceaux et les mettre à disposition des professionnels de santé qui n'avaient plus qu'à acheter les feuilles transparentes. C'était vraiment super parce que ça permettait de montrer à tout le monde que les makers, les bricoleurs du dimanche pouvaient vraiment aider la société avec leur savoir-faire. Et d'un autre côté, ça nous permettait, nous, de participer à notre échelle à la lutte contre le Covid. Alors aujourd'hui, il y a plein d'autres choses qui ont été mises en place et qui font que l'impression 3D est vraiment destinée à tout le monde. Récemment, je me suis acheté une nouvelle imprimante 3D, parce que la DiscoEasy 200 a commencé à être un peu vieille. Je me suis offert une Bambu Lab X1 Carbone, et ce qui m'a vraiment marqué sur cette imprimante, c'est pas ses caractéristiques, sa précision, sa vitesse, non, ce qui m'a marqué c'est vraiment son application. Son application elle est vraiment incroyable. Ce que je trouve formidable avec l'application de chez Bambu Lab, c'est que vraiment, vous avez le catalogue de modèles 3D devant vous, vous regardez, vous cliquez sur un modèle 3D qui vous intéresse, vous choisissez le filament que vous avez mis sur votre bobine et avec lequel vous voulez imprimer l'objet,
et c'est parti. Ça s'imprime tout seul. C'est extraordinaire. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés, avant de lancer une impression 3D sur la machine, on est obligé de passer par l'étape logicielle sur un ordinateur. Ce logiciel, il est appelé un slicer. Et c'est vraiment un logiciel où on va pouvoir gérer tous les paramètres de notre impression 3D et pouvoir visualiser comment l'impression va se réaliser couche par couche. Le souci, c'est que pour avoir une bonne impression 3D, il fallait bien connaître son logiciel, bien connaître ses paramétrages et bien connaître son imprimante 3D. Donc ça faisait beaucoup de choses à connaître, ce qui faisait que ça pouvait être un petit peu fastidieux, il y avait beaucoup d'échecs d'impression avant de pouvoir réaliser des belles pièces. Et donc avec l'application de Bambu Lab, tout ça c'est terminé, vraiment vous choisissez votre modèle 3D, vous choisissez la couleur, et c'est parti, ça s'imprime tout seul, et il y a zéro défaut. Ça fait plusieurs impressions que je fais avec cette machine et je n'ai eu aucun problème. Les seuls soucis que j'ai pu avoir, ils venaient pas de la machine, ils venaient du modèle 3D que j'avais choisi, qui était finalement de pas très bonne qualité. Et ça franchement, c'est exceptionnel. Alors, il n'y a pas que Bambu Lab qui propose une application comme ça, mais c'est quand même quelque chose d'assez ouf de voir qu'aujourd'hui, on arrive à ce stade-là de l'optimisation et de la simplicité pour lancer une impression. Moi, vraiment, ça m'a bluffé. C'est pour ça que je dis que l'imprimante 3D, c'est quelque chose qui s'est vraiment bien démocratisé. Parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue technologique, on a des imprimantes qui sont beaucoup plus abordables d'un point de vue tarif, des imprimantes qui sont beaucoup plus performantes, beaucoup plus rapides, qui peuvent imprimer des matériaux beaucoup plus complexes, beaucoup plus différents. Et de l'autre côté, on a ce point de vue logiciel qui permet en fait à n'importe qui d'utiliser une imprimante 3D. Alors bien sûr, on dit que c'est démocratisé, mais il n'y a pas n'importe qui va acheter une imprimante 3D parce que c'est facile aujourd'hui d'imprimer quelque chose. Là où le domaine de l'impression 3D permet d'être vraiment démocratisé, c'est via le bouche à oreille. Parce que des personnes comme moi qui ont de l'expérience dans l'impression 3D depuis 10 ans, on peut partager cette expérience et surtout on peut partager notre amour pour l'impression 3D à des gens qui ne sont pas du tout bricoleurs. Par exemple, moi, l'imprimante 3D, j'en ai une depuis 8 ans maintenant. Donc je sais comment ça fonctionne, je sais comment fonctionnent les logiciels, mais aujourd'hui, avec une imprimante comme la Bambu Lab et l'application que je vous ai présentée juste avant, ma chérie, elle peut très facilement aller sur l'application, choisir un modèle qui l'intéresse, et ça s'imprime tout seul. Et elle a lancé une impression 3D sans avoir aucune connaissance technique. Maintenant, il faut juste encore un petit peu de temps pour que le domaine de l'impression 3D soit encore plus médiatisé, soit encore plus abordable, parce que les machines coûtent encore un certain prix, même si aujourd'hui on a la possibilité d'avoir une très bonne machine pour moins de 300 €. Donc voilà, d'un point de vue social, on n'est pas encore sur une technologie qui permet d'être axée vraiment au grand public, mais on n'en est vraiment pas loin, ça manque juste un peu de communication, notamment auprès des médias, et notamment avec l'arrivée de toutes les nouvelles générations qui sont beaucoup plus à l'aise avec les technologies. Honnêtement, je suis quasiment certain que dans 5 à 10 ans, tout le monde aura une imprimante 3D chez soi, au même titre qu'aujourd'hui, tout le monde a une imprimante à papier chez soi. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir aussi comment évoluent les formats d'impression 3D. D'un point de vue technologique, c'est difficile d'améliorer les imprimantes à résine. La seule grande évolution qu'on peut avoir, c'est sur la résolution des écrans utilisés et sur les pas des moteurs utilisés. Là où on a pu voir beaucoup de différences, c'est au niveau des imprimantes FDM. La grande majorité des imprimantes 3D qui ont été développées ces 10 dernières années, c'est des imprimantes de type cartésienne. C'est-à-dire qu'on a le plateau qui va se déplacer d'avant en arrière, la tête d'impression de gauche à droite et au niveau de la hauteur. Alors c'est pas anodin qu'on ait vu passer beaucoup d'imprimantes de type cartésienne parce que ce format-là, c'est le plus facile et le moins cher à produire. Donc forcément, dans une démarche de démocratisation de cette technologie, on va aller à l'essentiel. Quand on se penchait sur les imprimantes un petit peu plus haut de gamme, on commençait à avoir des imprimantes dites Core XY. Alors les imprimantes de type Core XY, en fait on va avoir la tête d'impression qui va se déplacer sur un format 2D, donc en X et en Y, d'avant en arrière et de gauche à droite, et c'est le plateau qui va se lever et descendre. Alors d'un point de vue précision, ce format-là il est vraiment exceptionnel, il est bien meilleur que le format cartésien, mais il nécessite aussi des coûts de fabrication beaucoup plus élevés. C'est pour ça qu'on le retrouvait davantage sur des imprimantes haut de gamme. Aujourd'hui, c'est toujours les imprimantes cartésiennes qui sont dans les petits budgets, mais dès qu'on dépasse les 500 €, on commence à avoir des machines en type Core XY. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça veut dire que la technologie la plus avancée, la plus intéressante, commence vraiment à se démocratiser pour des tarifs un peu moins coûteux. À côté de ces deux-là, il y a un autre format qui existe, c'est le format Delta. Le format Delta, il est un petit peu particulier parce qu'en fait, le plateau, il est totalement fixe et c'est la tête d'impression qui va réaliser tous les mouvements. Alors le souci avec les imprimantes Delta, ça va être le volume d'impression. Étant donné que la tête d'impression, elle réalise des mouvements circulaires, la surface d'impression, elle est forcément circulaire aussi.
Donc au final, c'est un type d'imprimante qui est assez particulière parce que c'est un peu plus cher que du cartésien, mais un peu moins cher que du Core XY. Ça a les avantages techniques du Core XY, ça a l'avantage de ne pas prendre beaucoup de place au sol, mais alors par contre c'est une imprimante qui est très haute, et en revanche le souci ça va vraiment être le volume d'impression. Je pense que si aujourd'hui je devais conseiller une imprimante Delta à quelqu'un, ce serait pour quelqu'un qui veut réaliser uniquement des figurines. Parce que là au moins, il y aura la qualité d'impression et le volume d'impression sera pas très dérangeant. Donc l'usage des formats d'impression 3D, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, mais ce qui a énormément évolué aussi, c'est les technologies propres aux imprimantes 3D. Alors depuis 10 ans, les makers et les constructeurs ont beaucoup appris de leurs erreurs et de leurs prints. On a pu voir l'arrivée de plateaux chauffants qui permettaient une meilleure adhésion des prints sur le plateau. Il y a eu l'arrivée de la reprise d'impression 3D après une coupure de courant. Tout un tas de capteurs pour voir si le plateau était bien droit. On est passé par le capteur inductif sur un plateau métallique à des capteurs 3D Touch et aujourd'hui on a carrément des capteurs LiDAR. En parlant du capteur LiDAR, un grand changement qu'il y a dans l'impression 3D aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Le meilleur exemple, c'est la Bambulab X1. Elle est truffée d'intelligence artificielle qui lui permet de vérifier si l'impression que vous êtes en train de réaliser se déroule correctement. Dès qu'il y a le moins de soucis, vous allez être notifié et libre à vous de reprendre l'impression où ça en était, ou alors d'arrêter pour recommencer. Et ça, mine de rien, c'est pas anodin, parce que ça permet vraiment d'éviter à son imprimante d'imprimer pendant, 5 heures, quelque chose qui dès le début n'allait pas. Une grande évolution qu'on a eue depuis ces 10 dernières années, c'est vraiment l'arrivée du multimatériau. Alors, Bambulab le fait via son module AMS, mais les autres constructeurs le font aussi. L'utilisation de ce boîtier, ça va vous permettre de faire des impressions 3D de différents matériaux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir imprimer une figurine avec plusieurs couleurs en une seule fois. Vous allez pouvoir imprimer plusieurs matériaux sur une pièce. Donc par exemple, une pièce avec un module mécanique qui doit être bien renforcé, donc ça va être des filaments carbone. Une pièce plus esthétique qui va être en PLA. Vous pouvez imprimer des filaments qui sont faits pour être à l'extérieur comme du PETG. Et ce qui est magique avec le multimatériau, c'est que du coup vous n'avez plus besoin de changer votre bobine manuellement derrière votre imprimante 3D, mais là c'est la machine qui va chercher directement votre filament. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, là où c'est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez imprimer plusieurs filaments en même temps, que ça soit des couleurs différentes sur la même impression, mais aussi des matériaux différents. Alors, ces modules complémentaires, ils sont super intéressants, mais ils valent un certain prix. Par exemple, l'AMS de chez Bambulab, il vaut 350 €. Donc, c'est un petit peu cher, mais par rapport à son utilité, moi je trouve que c'est vraiment mérité. D'autant plus qu'il vous permet de stocker vos filaments à l'abri de l'humidité. Bon voilà, je vous ai donné une petite liste des évolutions techniques qu'il y a dans les impressions 3D depuis 10 ans, mais bien évidemment il y en a beaucoup d'autres. Alors pour que ça soit concret, je me suis dit que dans cette vidéo ça pourrait être sympa de comparer ma Dagoma Disco Easy 200 qui a du coup maintenant 8 ans de service, et ma X1 Carbone qui a maintenant quelques mois. Alors le but, ça va pas être que de comparer au niveau de la qualité et de la vitesse d'impression, parce que forcément la X1 Carbone va dégommer la Dagoma qui date de 2016. Donc forcément, on va y avoir un gros fossé. Alors là où c'est intéressant, c'est pas forcément de comparer les specs techniques entre elles, mais plutôt de comparer l'expérience utilisation entre les deux. Alors je vais comparer mes deux imprimantes avec le même modèle 3D. Et ce qu'on va comparer, ça va être à la fois la qualité d'impression, la vitesse d'impression, le temps à passer avant que l'impression démarre, le son que produit l'imprimante quand elle fonctionne, l'odeur qui dégage de l'imprimante, parce que ça on n'en parle pas suffisamment, mais une imprimante 3D ça dégage un petit peu d'odeur. Et puis à la fin, on évoquera un petit peu l'aspect maintenance et utilisation quotidienne de l'imprimante. Pour comparer techniquement ces deux imprimantes qui ont 10 ans d'écart, le mieux c'est d'utiliser un benchmark. Et les benchmarks en impression 3D, il y en a plusieurs qui existent, mais c'est celui-là qui est le plus souvent utilisé. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il va pouvoir pousser l'imprimante dans ses retranchements. Le gros avantage de ce fichier 3D, c'est qu'il va nous permettre de visualiser toutes les limites techniques des deux machines. Alors pour commencer, on va se focaliser sur la Dagoma Disco Easy 200. Pour imprimer ce fichier, je vais d'abord télécharger le modèle. Maintenant que le modèle est téléchargé, je vais me rendre sur le slicer, le logiciel qui va nous permettre de transformer le fichier 3D en un fichier lisible par l'imprimante 3D. Dans le cadre de ma Disco Easy 200, Dagoma a sorti son propre slicer, Cura by Dagoma. C'est ni plus ni moins qu'une version du logiciel Ultimaker Cura, mais optimisée pour l'imprimante Dagoma Disco Easy 200. Le logiciel vient de démarrer et on voit une représentation 3D de mon imprimante avec le volume d'impression. Je vais y faire glisser directement mon fichier 3D. Voilà, il est apparu. Après un court chargement, on voit tout de suite le temps d'impression ainsi que la quantité de filaments nécessaire.
Sur la partie droite du logiciel, on va retrouver tous les paramètres pour modifier nos réglages d'impression. Alors, dans le cadre de ce logiciel qui est optimisé pour cette imprimante, le nombre de paramètres est sacrément restreint. L'objectif étant de comparer les deux imprimantes, je vais cocher le profil standard au niveau de la qualité d'impression. Je vais laisser tous les autres réglages à leur état d'origine de manière à comparer le plus simplement possible les deux imprimantes. Et maintenant, on va pouvoir mettre ce fichier sur une petite carte SD. Ça y est, on a le fichier qui est préparé, il est dans la carte SD, on n'a plus qu'à l'insérer dans l'imprimante. Hop, on l'allume. Directement sur le petit écran, je vais pouvoir sélectionner impression depuis SD et imprimer mon fichier. Et ça y est, l'imprimante démarre. Alors avec cette imprimante, je suis obligé de rester à côté le temps que l'impression démarre parce que j'ai eu pas mal de soucis avec cette imprimante, notamment au niveau de la première couche. En fait, j'ai beau faire un nivelage du plateau, j'ai toujours un problème sur la première couche. Je pense que le souci vient du capteur. Il y a un capteur de présence magnétique qui est dans la tête d'impression qui vient en fait mesurer si le plateau est plus ou moins loin, et peu importe les réglages que je donne, j'ai toujours un souci. Donc ce que je fais, c'est qu'au début de chaque impression, je me munis d'un tournevis, j'ai installé des ressorts sur les 4 fixations du plateau, et en fait je vais venir serrer ou desserrer les ressorts pour venir aplanir le plateau sur la première couche. Ok, donc là je dois resserrer un peu, c'est trop serré. Ici on est pas mal, peut-être un peu trop. Hop. Là c'est pareil, il faut que je desserre pour relever. Parfait. La première couche est bonne, donc ce que je vais faire, c'est venir décoller ce qui a déjà été imprimé. Étant donné que c'est juste un petit lit d'impression, je peux l'enlever facilement. Et là, on n'a plus qu'à laisser l'imprimante continuer d'imprimer toute seule. Ça y est, l'impression est terminée après moult péripéties. J'ai réussi à imprimer ce petit test qui, ma foi, est mieux réussi que ce que je pensais. Je m'attendais vraiment à quelque chose de pire venant de cette imprimante qui date quand même de 8 ans. Donc franchement, forcément le résultat n'est pas incroyable, mais déjà l'impression s'est terminée. Et ça déjà, c'est une victoire. Du côté de Bambu Lab, ils ont aussi leur logiciel propre, Bambu Studio. Beaucoup plus complet, Bambu Studio est directement connecté à l'imprimante via l'interface cloud. Pour réaliser notre impression 3D, on va également glisser le fichier sur le plateau. Il apparaît et on n'a plus qu'à modifier quelques réglages dont on a besoin. De la même manière qu'on l'a fait avec la Discosi 200, on va laisser tous les réglages de base et on va pouvoir trancher le plateau. Une fois tranché, on dispose de beaucoup plus d'informations qu'avec le logiciel de Dagoma. Le gros plus de chez Bambu Lab, c'est qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de carte SD. On a juste à cliquer sur imprimer le plateau, sélectionner le filament que l'on veut utiliser et cliquer sur envoyer. Maintenant que c'est chargé, l'imprimante va récupérer le fichier et se mettre à imprimer toute seule. Ok, ça y est, l'impression vient de se terminer. On va pouvoir retirer le plateau. Alors l'avantage de ce type de plateau aimantable, c'est que du coup on peut le tordre pour déjà commencer à défaire le print. Et ensuite avec une spatule, hop. Et voilà à quoi ressemble le print après 1 heure d'impression. Forcément, y a des défauts, mais c'est normal, c'est le but de cette pièce. Et franchement, ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec l'autre imprimante, avec la Discosi 200. Là, la X1 Carbone, à première vue déjà, elle explose totalement l'autre impression. Ça y est, j'ai mes 2 objets imprimés en 3D avec les 2 imprimantes différentes, et franchement, c'était pas gagné. Je vous avoue, je savais que ça allait être un peu compliqué de relancer ma vieille imprimante 3D, mais je pensais pas à ce point.
Le premier critère que je voulais comparer entre les deux imprimantes 3D, c'était le temps de préparation avant l'impression. Donc en gros, c'est tout ce temps de préparation où on va calibrer l'imprimante, préparer le fichier, l'installer dans la machine, tout ce temps qu'on va passer avant que l'imprimante soit totalement autonome et gère la pièce elle-même. Pour la Disco Easy 200, c'était vraiment une catastrophe. J'ai passé 2h40 à essayer de lancer cette pièce. Sur cette imprimante, j'ai toujours eu des soucis, notamment au niveau de la première couche. En fait, je pense qu'il y a un défaut au niveau du capteur de présence qui va venir faire le calibrage du plateau pour savoir si le plateau est totalement droit ou pas et pouvoir corriger ça de manière logicielle. En fait, je pense que le capteur aujourd'hui il marche très mal, ce qui fait que j'ai toujours des problèmes. Peu importe la valeur que je mets au niveau de la valeur à l'origine, c'est-à-dire la hauteur minimale au niveau de la première couche, et bien, peu importe la valeur que je mets, je vais toujours avoir un souci, soit ça va être trop haut, soit ça va être trop bas, et au final, là j'ai passé vraiment 2h40 à essayer de régler ce souci pour que l'impression puisse se lancer. Et si j'ai passé 2h40, c'est parce que non seulement j'ai eu ces problèmes au niveau de la première couche, et aussi que ma buse, à cause de ces problèmes, commençait à se boucher. Durant ces 8 années à utiliser l'imprimante, la seule solution viable que j'ai pu trouver pour essayer de pallier à ce problème, c'était d'installer un petit système qui me permettait de régler la hauteur au niveau des 4 coins du plateau. De cette manière, je pouvais régler de manière mécanique en fait la hauteur de couche au niveau des 4 points du plateau. En jouant sur les 4 vis, j'ai réussi à avoir une première couche qui était plutôt correcte, c'est-à-dire là où l'imprimante pouvait imprimer, et j'ai réussi à imprimer cette pièce. Enfin. Bon, vous l'avez vu, avec la Bambulab, c'est très différent, c'est beaucoup plus rapide. Comme pour la Disco Easy 200, j'ai réutilisé le logiciel fabricant pour pouvoir slicer de manière un peu plus traditionnelle le fichier. Sauf que là, dès que vous avez fini de préparer votre objet, vous n'avez plus qu'à cliquer sur imprimer et ça se fait de manière totalement autonome et sans fil. L'imprimante récupère le fichier, elle fait sa calibration elle-même et c'est parti, ça s'imprime tout seul. Alors au final, le temps passé pour l'impression, il est de 2 minutes en fait. Alors oui, à côté, il y a quand même 5 à 6 minutes de calibration au niveau de l'imprimante. Sauf que l'imprimante, elle fait ça de manière totalement automatique. Moi, j'ai pas besoin d'être à côté. C'est là où on doit faire une nuance, parce qu'en fait, sur la Disco Easy 200, oui, il y a une calibration automatique, sauf que cette calibration automatique, elle marche pas très bien. Donc je suis obligé de rester à côté et de refaire manuellement certains réglages. Alors qu'à côté, avec la Bambulab, tout ça, ça se fait de manière automatiquement, avec plein de capteurs, avec l'IA, et donc franchement, il n'y a plus rien à soucier. Donc voilà, si on fait le récap, la Disco Easy 200, entre le moment où j'ai mis le fichier sur le logiciel et le moment où l'impression s'est démarrée de manière autonome, il m'aura fallu 2h40, alors que sur la Bambulab, il m'aura fallu uniquement 2 minutes entre le moment où je glisse le fichier dans le slicer et au moment où je peux partir et laisser l'imprimante toute seule. Le deuxième point qu'on va comparer entre les deux imprimantes, c'est le temps d'impression. Ce 3D test a été imprimé en 2 heures tout pile par la Disco Easy 200, alors que sur la Bambulab, il aura fallu que 55 minutes pour l'imprimer. Bon, ça, on s'en doutait, l'imprimante est beaucoup plus rapide, elle est déjà réputée sur le marché actuel comme une imprimante extrêmement rapide, alors si on la compare avec une imprimante qui a 8 ans, forcément, l'écart il est assez majeur. Le troisième critère qu'on va comparer, c'est le son émis par les imprimantes 3D. Parce que oui, les imprimantes 3D, ça reste des machines avec des axes, avec des roulements, des moteurs, des ventilateurs, donc forcément, ça va émettre du son. Pour mesurer ça, j'ai utilisé le micro de mon Apple Watch. Et sur la Disco Easy 200, on était à 58 décibels quand on est à peu près à 30 cm de la tête d'impression, contre 64 avec la X1 Carbone. Donc oui, la X1 Carbone, elle est plus bruyante que la Disco Easy 200. Moi, ce qui m'interpelle, c'est pas vraiment le volume sonore, mais plutôt la provenance de ces sons. Sur la Disco Easy 200, le son, il va plutôt être émis au niveau des ventilateurs. Il y a 2 ventilateurs au niveau de la tête d'impression qui sont là pour refroidir, maintenir la température au niveau de la buse. Et ces ventilateurs, ils font vraiment beaucoup de bruit, et on n'entend que. Parce qu'à côté, forcément, les axes, ils font un peu de bruit quand le plateau, il bouge ou quand la tête d'impression, elle se déplace. Ça fait un petit peu de bruit, mais à côté des ventilateurs, c'est largement plus acceptable. Alors oui, on pourrait atténuer ce volume sonore, notamment en changeant les ventilateurs avec des ventilateurs un peu plus silencieux. Ceux-là, ce sont ceux d'origine, mais bon, ça génère du bruit, une imprimante 3D, mais ça reste quand même largement acceptable. Moi, quand j'étais plus petit, je sais que l'imprimante 3D, je l'utilisais pendant la nuit, elle tournait à 2 mètres de ma tête en pleine nuit, et ça m'empêchait pas de dormir. Là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, c'est pas les ventilateurs qui font le plus de bruit sur la X1 Carbone, c'est plutôt les axes justement. En fait, comme c'est une machine extrêmement rapide, elle est rapide pourquoi ? Parce qu'elle a des fortes accélérations. Et forcément, pour faire des fortes accélérations, on déploie beaucoup d'efforts au niveau des tiges, au niveau des axes. On a beau graisser les axes comme on veut, ça fera toujours un petit peu de bruit, et là en l'occurrence, on monte à 64 décibels, donc c'est un peu plus bruyant.
Et c'est là-dessus où ça peut peut-être être gênant parce que autant sur la Disco Easy 200, comme le bruit vient des ventilateurs, ça reste un bruit qui est constant et diffus, alors que sur la X1 Carbone, bah, le bruit il est totalement réparti dans le temps, il n'est pas du tout linéaire. Si votre pièce elle est toute petite, avec plein d'angles, plein de changements de direction, l'imprimante elle va pas arrêter de faire des accélérations dans tous les sens, et donc là vous allez avoir beaucoup de bruit. Et si vous avez une pièce qui est grande, et ben là vous allez avoir du bruit un peu plus diffus, mais avec de temps en temps, de manière plus ou moins périodique, un grand coup à chaque fois que ça change de direction. Également, il y a tout un système de purge dans la X1 Carbone qui permet de nettoyer la tête d'impression, et ce système, bah, il fait quand même pas mal de bruit. J'ai pas mesuré directement, mais je pense qu'on monte bien à 66-68 décibels. Le quatrième point qu'on va comparer entre ces deux imprimantes, ça va être l'odeur émise par les deux machines. Parce que oui, une imprimante 3D, ça fait fondre du filament de plastique, et donc ça crée des vapeurs. Et ça sent pas forcément bon. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que si vous voulez une imprimante 3D, c'est important de prévoir un emplacement dans une pièce qui est bien ventilée. Parce que forcément, des vapeurs de plastique, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour votre santé. Pour ceux qui n'ont pas encore d'imprimante 3D, je vous rassure, l'odeur d'une imprimante FDM, donc à dépôt de filament, c'est une odeur qui est pas forcément désagréable, c'est pas une odeur qui est très forte. Si je devais noter sur une échelle de 0 à 10, où 10 ce serait vraiment irrespirable, sur la Disco Easy 200, je mettrais une note de 4, alors que je mettrais 6 pour la X1 Carbone. Cette différence de notation, elle est due aux technologies utilisées dans l'imprimante. Parce qu'en fait, la Disco Easy 200, il n'y a pas de plateau chauffant, et ça n'a pas de caisson, c'est une imprimante qui est totalement à l'air libre. Donc en fait, on va avoir une odeur qui est totalement répartie dans la pièce, et qui n'est pas forcément très forte. A contrario, sur la X1 Carbone, on a un plateau chauffant qui va maintenir une température autour des 40-60 degrés, et on va avoir tout un système pour maintenir une certaine température dans l'imprimante, pour faire en sorte que l'impression se passe de la meilleure manière possible. Sauf que forcément, on a un espèce de confinement de chaleur, et ce confinement de chaleur, il décuple un petit peu l'odeur du filament. Donc au final, on a beau avoir une imprimante qui est fermée, on a une odeur qui reste un petit peu plus forte que la Disco Easy 200. Mais après, ça reste une odeur qui est largement tolérable, c'est juste que quand on est à côté, c'est quand même plus sympa d'ouvrir un petit peu la fenêtre pour que l'air se rafraîchisse un petit peu. Et on en vient au dernier point de comparaison, celui qui est quand même le plus intéressant, c'est la qualité. Bon alors forcément, à première vue, la X1 Carbone, elle dégomme la Disco Easy 200. Ça, on s'en doutait. Pour ce qui est de la qualité de l'impression, je l'ai noté sur 6 points. Le premier, c'est la qualité générale de l'impression. Et ça forcément, vous le voyez sur les photos, le point il vient totalement au niveau de la X1 Carbone et pas du tout sur la Disco Easy 200. Pourquoi le point va à la X1 Carbone ? Tout simplement parce qu'on a des couches qui sont beaucoup plus discrètes, on a des couches finales, donc c'est-à-dire quand on a un plateau tout lisse imprimé en 3D, on remarque beaucoup moins les stries liées au remplissage, alors que sur la Disco Easy 200, franchement, peu importe la lumière, on le voit forcément. Au niveau de la qualité d'impression, de toutes les bordures, il n'y a pas de problème en fait, il n'y a pas de problème majeur qui apparaissent, alors que sur la Disco Easy 200, même sur les endroits où il ne devrait pas y avoir de problème, comme par exemple certains murets qui sont en verticaux, on a des décalages de couches, ce qui fait que la pièce est beaucoup moins belle visuellement parlant. Alors attention, c'est pas les mêmes filaments que j'ai utilisés. Sur la X1 Carbone, c'est un filament mat qui vient de chez Bamboo Lab, alors que sur la Disco Easy 200, c'est un filament qui vient de chez Amazon Basic et qui est un filament un peu plus brillant. Donc forcément, comme le filament est brillant, les défauts ressortent un petit peu plus, mais quand on est à l'œil nu et assez proche de la pièce, peu importe si le filament il est mat ou brillant, on les voit quand même les défauts. Le deuxième point de qualité qu'on va regarder, ça va être la première couche. La première couche d'impression, donc c'est justement ce premier niveau d'impression qui va être fait sur le plateau. Elle est très importante parce que déjà, c'est littéralement ce qui va rendre en dessous de la pièce, et c'est ce qui va permettre à la pièce de bien rester collée à l'impression et de ne pas avoir de défauts comme du warping ou du décollement en pleine impression. Bon là forcément le point il va aussi à la X1 Carbone où là on a une première couche qui est totalement homogène. Alors on a une espèce de texture un petit peu granuleuse, ça c'est dû à la plaque d'impression. La plaque d'impression est une plaque qui est dite texture plate justement avec une texture qui permet de rendre cet effet un peu granuleux sur les premières couches. Sur la Disco Easy 200, c'est du scotch Blue Tape qui permet également d'avoir cet effet un peu texture plate quand il est bien utilisé. Sauf que là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Avec tous les problèmes d'adhérence, de calibrage, en fait, la première couche, elle est catastrophique, elle n'est pas du tout homogène. On a des endroits qui sont sous-extrudés, d'autres qui sont surextrudés. Donc franchement, c'est une catastrophe, la première couche sur la Disco Easy 200. Ensuite, on va avoir l'overhang, c'est-à-dire
l'angle à partir duquel l'imprimante va être mise en difficulté pour imprimer. Parce que forcément, on va imprimer du plastique fondu qui va ensuite refroidir, mais on ne peut pas l'imprimer dans le vide. Il est obligé de reposer sur un autre morceau de plastique ou sur le plateau pour tenir. Donc l'overhang, c'est pour montrer justement à partir de quelle inclinaison l'imprimante est en difficulté pour imprimer. Et honnêtement, je suis bluffé par la Disco Easy 200. Je m'attendais pas du tout à ce que ça puisse s'imprimer à 80 degrés, et au final, oui. Alors forcément, c'est pas du tout propre, ça fait des gros pâtés en dessous, et au final, à partir de 35 degrés, on commence à avoir des décalages de couches, on commence à avoir des petits pâtés qui se forment, mais ça s'est imprimé. Et ça, franchement, je trouve ça assez impressionnant. Sur la X1 Carbone, forcément ce défaut, on l'a beaucoup moins, parce qu'il y a plein de technologies qui ont été mises en place pour atténuer tout ça, et au final, il n'y a que à partir de 80 degrés, on va dire 75 degrés, où là on commence à avoir un petit pâté, un petit peu de filament qui se balade dans le vide, mais franchement c'est vraiment pas grand chose, alors que sur la Disco Easy 200, c'est vrai que si on se base juste sur la qualité d'impression, c'est catastrophique. Nouveau point de comparaison, ce sont tous les textes qui sont inscrits sur la pièce. Alors il y en a plusieurs, il y en a qui sont sur les angles, il y en a qui sont sur les murets, il y en a qui sont inscrites à l'horizontale, et au final, peu importe le test, on se rend compte que sur les deux impressions, les textes se lisent pas très bien. Forcément, j'ai le même diamètre de buse sur les deux machines, donc plus le texte va être fin, petit, plus la machine va avoir du mal à l'imprimer, et ça, peu importe le type de machine. Sur ce point-là, je suis un petit peu déçu de la X1 Carbone, où tous les textes qui sont en surface sont assez aplatis. Alors ils le sont moins qu'avec la Disco Easy 200, mais je trouve qu'il y a certains textes qui sont totalement illisibles, alors que par rapport aux technologies embarquées, franchement, je m'attendais à une meilleure qualité là-dessus. Sur les textes frontaux, honnêtement, c'est à peu près similaire. Alors forcément, c'est un peu moins lisible sur la Disco Easy 200, mais ça vient aussi du filament qui est brillant. Donc au final, le point reviendrait plus à la X1 Carbone, mais je trouve qu'il n'y a pas un écart suffisamment intéressant pour départager réellement ces deux imprimantes. Par conséquent, je pense que je vais laisser ce point pour les deux. On va mettre 0,5 pour les deux. Ensuite, on va avoir tout ce qui est cheveux d'ange. Les cheveux d'ange, ça va être un petit filament de plastique qui va se former entre deux zones d'impression 3D. Alors ces filaments, ce sont des filaments qui sont parasites, qui sont dus à un mauvais refroidissement de la pièce en temps voulu, ou un mauvais rétractage du filament. C'est quelque chose qui se règle suffisamment bien au niveau, d'un point de vue logiciel, au niveau du slicer, et on le remarque très bien parce qu'au final, on en a quelques-uns sur la Disco Easy 200, on n'en a pas énormément, mais on en a quand même quelques-uns qui sont bien figés avec le modèle, alors que sur la Bambulab, en fait, on n'en a aucun, ou quasiment aucun, c'est plutôt des petites poussières qui sont venues se rajouter et se coller, mais honnêtement, non, on n'a pas vraiment de cheveux d'ange qui viennent gêner l'impression. Et enfin, le tout dernier point de comparaison sur ces deux imprimantes, ça va être les impressions dans le vide. Sur ce 3D test, en fait, on a un espèce de petit pont qui repose uniquement sur la partie droite. Alors ce test-là, il est intéressant pour voir à quel point le filament est refroidi suffisamment vite pour pouvoir faire avancer une pièce dans le vide. C'est un peu comme du overhang, mais travaillé d'une manière un peu plus différente. Et là, honnêtement, je suis assez bluffé, parce que, au final, c'est catastrophique sur les deux, mais ça, en même temps, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un très bon résultat sur ce test-là, sauf qu'au final, il n'y a pas une grosse différence sur les deux. Et quand je dis qu'il n'y a pas une grosse différence, c'est que sur les deux, on a des filaments qui partent dans tous les sens, des espèces de petits pâtés qui se forment, sauf que ces petits pâtés, ils sont un petit peu plus regroupés et ils se rassemblent un petit peu plus du point de vue de la pièce qui aurait dû être imprimée, alors que sur la X1 Carbone, pas du tout. On a une pièce qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on a sur le modèle d'origine sur la Disco Easy 200 plutôt que sur la X1 Carbone. Donc c'est sur la Disco Easy 200 que je vais donner ce point-là. Voilà, si on rassemble toutes ces notes que j'ai données au niveau des critères de qualité sur ces impressions 3D, on se retrouve sur la Disco Easy 200 pour une note de 1,5 sur 6, alors que sur la X1 Carbone, on est à 4,5 sur 6. Sans surprise, la X1 Carbone a un résultat bien plus intéressant, bien plus qualitatif que la Disco Easy 200, et heureusement par rapport à l'écart de prix qu'il y a entre ces deux machines, et surtout l'écart de temps. Malgré tout, je suis quand même agréablement surpris de la pièce que j'ai pu sortir avec la Disco Easy 200, malgré tous les problèmes que j'ai pu avoir. Le tout dernier comparatif que je vais pouvoir faire entre ces deux imprimantes, ça va être au niveau de la maintenance. Forcément, ce sont des machines, donc il faut les entretenir. Alors l'entretien pour une imprimante 3D, c'est quoi ? C'est tout simplement changer les pièces quand elles sont usées, c'est graisser les axes, c'est mettre à jour le logiciel de l'imprimante,
Et c'est aussi ajouter des modules complémentaires qui sont soit officiels, soit créés par la communauté. Donc pour comparer cet aspect, forcément la maintenance elle est plus pratique au niveau de la X1 Carbone, puisque c'est une imprimante qui est fermée, on a beaucoup moins de poussière qui va rentrer dedans, donc ça forcément ça permet à la graisse au niveau des axes de rester plus longtemps, ça permet à la machine de vieillir d'une meilleure façon que la Disco X200 qui elle est totalement à l'air libre, et où elle, la poussière va dans tous les axes, dans tous les roulements, enfin, au fur et à mesure du temps ça devient une vraie catastrophe. Alors, ça fait pas longtemps que j'ai ma X1 Carbone, j'ai pas encore eu l'occasion de changer certaines pièces ou vraiment de réaliser une maintenance, mais tout ce que je sais, c'est qu'en voyant l'imprimante, je me rends compte que changer certaines pièces risque d'être plus compliqué qu'avec la Disco X200. Alors en fait, j'ai donné une qualité du fait que ça soit dans un caisson, mais là du coup c'est un défaut, puisque c'est dans un caisson, les pièces sont un petit peu moins accessibles, hormis pour la tête d'impression où j'ai remarqué que ça va être très facile de changer tout ce qui est buse ou alors tout le module de chauffe. Pour ce qui est des autres pièces, à mon avis, ça va être un peu plus compliqué d'y accéder et de les changer, alors que sur la Disco X200, toutes les pièces sont apparentes, il y a plein de vis, les pièces sont imprimées en 3D, donc elles sont facilement réimprimables. Ça là-dessus, en final, le point va quand même à la Disco X200. Et enfin, pour tout ce qui est add-on, modules complémentaires à ajouter sur l'imprimante, sur la Disco X200, j'ai quand même pu m'amuser, j'ai ajouté pas mal de petits modules, comme par exemple l'écran, il fait pas partie de l'imprimante de base, tout le système que j'ai réalisé pour compenser le fait que la calibration du plateau se fasse pas correctement. Donc voilà, j'ai pu imprimer plein de pièces pour pouvoir améliorer l'imprimante à moindre frais, alors que sur la X1 Carbone, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Alors ça vient du fait que l'imprimante elle est déjà très complète, mais au final, il n'y a pas trop de soucis à avoir, quoi. Le plateau il est super bien, la calibration elle est top. Moi j'ai un AMS donc j'ai pas besoin d'avoir à imprimer un support de filament, il y a déjà un écran intégré, il n'y a pas grand chose à faire. Personnellement, j'ai adoré comparer ces deux imprimantes parce que déjà, ça m'a permis de me rendre compte que ma vieille imprimante, elle était quand même capable de réaliser des choses assez chouettes. Techniquement, elle en a quand même sous le capot malgré tous les soucis qu'il y a. Alors forcément, aujourd'hui, je vais pas m'amuser à la réutiliser parce que mettre 2h40 pour avoir une petite impression comme ça vaut pas le coup quand à côté on a une imprimante qui est totalement autonome. Mais c'était intéressant de comparer à la fois au niveau de la qualité de vie autour de l'impression 3D, de l'utilisation au niveau de la vie quotidienne, de la qualité en sortie d'impression, et puis aussi sur sa maintenance. Vous l'aurez donc vu, l'impression 3D c'est vraiment un domaine qui a bien évolué ces 10 dernières années. D'un point de vue social, on a cette démocratisation de cette technologie qui permet à de plus en plus de personnes d'avoir ce genre de machine chez soi. Et d'un point de vue technologique, on commence à avoir des machines qui ont des qualités d'impression vraiment extraordinaires pour une vitesse d'exécution assez folle. Vous avez aussi vu qu'avec les machines d'aujourd'hui, on est capable de faire beaucoup plus de choses qu'avant, notamment via les multimatériaux. Donc ça, c'est pour la partie technique pure et dure, mais d'un point de vue logiciel, c'est pareil avec l'arrivée d'applications tout en un qui vous permet de lancer une impression 3D en un clic. Pour ma part, le domaine de l'impression 3D, c'est vraiment un domaine que j'affectionne tout particulièrement. Je suis très content d'avoir baigné dedans depuis 10 ans et j'ai très hâte de voir les évolutions techniques et logicielles, et même sociales, qu'on va voir ces prochaines années. D'ailleurs, je pense que 2025, il devrait y avoir quelques petites nouveautés assez sympathiques, notamment chez Bambu Lab et Prusa. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça t'aura intéressé de regarder tout ce qui a changé dans l'impression 3D depuis maintenant depuis 10 ans, enfin 8 ans pour ma part. Si jamais les domaines de l'impression 3D, de la domotique ou du bricolage t'intéressent, je t'invite à aller t'abonner. Je suis peut-être nouveau sur la plateforme, mais en attendant, j'ai beaucoup d'idées de projets à vous présenter. Alors en attendant tout ça, je vous dis ciao!